Bonjour à tous, je vais vous faire part de mon expérience de terrain assez succinctement et puis dans un deuxième temps, donc j'évoquerai les difficultés rencontrées mais également les points forts à ce type de prise en charge. Donc actuellement j'exerce comme pédiatre libéral, j'ai eu une expérience en service d'obésité infantile en SSR à l'Institut Saint-Pierre. Je me suis formée en éducation thérapeutique et je continue à travailler en réseau, notamment dans le cadre de la commission nutrition santé. Je reçois des enfants qui me sont adressés pour des surpoids installés ou des surpoids débutants, et vous verrez que c'est vraiment là que la prise en charge est tout à fait intéressante. Ou alors ce sont des découvertes fortuites lors d'une consultation pour autre pathologie dans ma patientèle. Ces patients me sont adressés par des confrères généralistes, pédiatres, les équipes de PMI dans leur ensemble, également les services des urgences, ou alors c'est le bouche à oreille, ce sont des consultations spontanées. Donc cette consultation, du moins la première consultation, est une consultation qui est longue, qui peut durer quelquefois jusqu'à 40 minutes. Elle est tout à fait structurée et doit se réaliser au mieux dans un climat de bienveillance et d'écoute active. Il faut s'enquérir des antécédents familiaux, de la corpulence des parents, de la fratrie, des situations de dyslipidémie, partir du début, donc connaître les antécédents néonataux, le poids de naissance, le tonus, repérer l'âge des principales acquisitions, s'enquérir d'éventuelles difficultés scolaires, également connaître des pathologies associées qui vont retentir directement sur le poids, comme l'épilepsie ou l'asthme, qui peuvent être traités régulièrement par des traitements qui vont faire prendre beaucoup de poids. Vient ensuite le temps de l'évaluation dans 4 grands domaines, et vous voyez qu'il n'y a pas que l'alimentation, mais également l'activité physique, l'hygiène de vie et le contexte psychologique et social. Donc sur le plan de l'alimentation, je passerai assez rapidement. Donc c'est un questionnement qui est pédiatrique. Il faut s'enquérir des grignotages, de la présence de la collation de 10 heures qui persiste encore dans certains établissements, la prise de 2e voire 3e goûter lorsque les enfants sont gardés en crèche ou en maternelle, la présence de 4 repas, avec fréquemment un petit déjeuner qui disparaît, ou le repas de midi qui disparaît également, là c'est chez les plus grands, les adolescents. Est-ce que les fruits et légumes sont consommés à chacun des principaux repas? Il faut repérer les aliments à forte densité calorique, la consommation de boissons sucrées, une mention spéciale pour l'alcoolisme chez l'adolescent, on l'a évoqué, qui peut être très conséquent. C'est un alcoolisme occasionnel et qu'il faut savoir aborder régulièrement. Je suis également très surprise des quantités annoncées et tout à fait connues des parents, sans réaction particulière. Donc c'est quelquefois des choses qui se voient. Est-ce que des sauces sont consommées régulièrement? Est-ce que l'enfant a tendance à se resservir? Une chose importante également, c'est bien noter le contexte du repas. Est-ce que l'enfant mange accompagné? Est-ce que la télévision est allumée? Et on peut retrouver quelques adolescents qui mangent seuls dans leur chambre à porte fermée devant l'ordinateur. Et enfin, est-ce qu'il existe des compulsions alimentaires? Donc voilà les grandes lignes à vérifier. Sur le plan de l'activité physique, il faut savoir si l'enfant pratique du sport en classe, s'il y participe effectivement, s'il est dispensé, s'il pratique du sport en club, connaître les activités réalisées donc en famille, le week-end ou pendant les vacances, et enfin connaître également la nature des trajets scolaires, s'ils sont effectués à pied ou en voiture. Concernant l'hygiène de vie, il faut tenter donc d'évaluer le temps passé devant les écrans, qui est actuellement très conséquent et qui monte régulièrement. Et donc dans le temps d'écran, donc on va associer la télévision, bien entendu, l'ordinateur, les consoles de jeux, les portables et maintenant les tablettes. Le temps de sommeil est également intéressant donc à cerner, à évaluer. Il faut connaître les horaires, sa qualité, les conditions d'endormissement. Enfin, essayer de percevoir les loisirs et les passions de ces enfants-là qui vont nous servir de levier pour établir un projet par la suite.
Et enfin, connaître d'éventuelles addictions associées comme le tabac, l'alcool, la drogue. Enfin, le contexte psychologique et social. Bien entendu, il faut bien repérer l'enfant dans sa famille. On sait qu'il y a de plus en plus de contextes de monoparentalité et certaines familles sont en réelle précarité socio-économique. Il faut repérer les difficultés scolaires, les difficultés éducatives. Donc, c'est pas une constante, mais on se retrouve assez souvent devant des familles ayant des difficultés à poser les limites et des enfants avec donc des difficultés également à accepter la frustration. Autre partie essentielle donc de la prise de contact, c'est évaluer le retentissement de l'obésité. Donc le vécu est tout à fait important à aborder. Est-ce que l'enfant a des difficultés à s'habiller comme il le souhaite? Est-ce qu'il est victime de moqueries en classe, mais également dans la famille et dans la fratrie notamment? Est-ce qu'il est rapidement essoufflé lorsqu'il participe à des matchs, par exemple? L'estime de soi est également importante à évaluer, ainsi qu'une éventuelle donc agressivité. Il faut également repérer des troubles du comportement associés primitifs ou secondaires. Je passerai là rapidement sur l'examen clinique qui doit être complet sur un enfant déshabillé. Il faut le peser, mesurer son tour de taille, calculer l'IMC. Ces points, il faut les reporter sur des courbes et retracer les courbes en dynamique et partager donc cette analyse avec l'enfant et la famille. Et puis ensuite, c'est un examen médical complet, mesurer la tension, rechercher d'éventuelles vergetures, acanthosis nigricans, intertrigo, sur le plan orthopédique, repérer des génivalgomes, également des troubles de la statique du rachis, des anomalies des hanches que l'on peut retrouver assez fréquemment chez l'enfant. Et bien sûr, évaluer le stade pubertaire chez les plus grands. Vient ensuite le temps de l'élaboration du projet thérapeutique. C'est un projet qui doit être tout à fait calé à l'enfant et sa famille et sur mesure. Il est hors de question de calquer des recettes toutes prêtes. Donc il faut vraiment négocier chaque projet. Donc il est basé sur le constat que je viens d'évoquer avec vous. Bien entendu sur le vécu et le ressenti de l'enfant et de la famille, qui ne sont pas toujours au même niveau, sur les attentes de chacun également, sur le degré de gravité de l'obésité, et il faut également tenir compte des pathologies associées. J'arrive maintenant au contenu du projet. Donc, au niveau de l'alimentation, je propose toujours une alimentation normocalorique pour l'âge. On demande régulièrement à l'enfant de garder le même poids et juste d'attendre qu'il grandisse. Ces conseils sont basés sur des conseils tout à fait simples, donc on les évoquera plus tard, mais qui sont cependant très difficiles à appliquer. Sur le plan de l'activité physique, je vais valoriser les activités d'extérieur en famille, le week-end, favoriser des inscriptions en club. Donc je vais les orienter vers les maisons pour tous, vers les maisons pour tous de la mairie, quelquefois l'achat, comme actuellement, de la carte Montpellier Sport l'été qui est proposée actuellement et qui propose une activité sportive par jour durant tout l'été pour une somme relativement modique. J'insiste beaucoup sur la notion de plaisir dans le choix de la pratique d'une activité sportive. Et enfin, pour certaines familles, je vais les orienter vers des associations comme Carapat, Pédibus, qui sont des associations de parents qui vont rétablir les trajets scolaires à pied par quartier. Concernant l'hygiène de vie, donc je vais m'attacher aux horaires des repas, au temps de sommeil, au temps passé devant les écrans. Donc on va construire des contrats au coup par coup, inciter les familles à poser des limites, à s'occuper d'éventuelles addictions associées. Et je suis régulièrement amenée à prendre des contacts avec les acteurs médico-sociaux, donc les services de PMI pour les plus petits jusqu'à 6 ans, mais également les éducateurs et les assistantes sociales.
Enfin, la partie psychologique est aussi importante. Donc, je propose régulièrement un suivi individuel, quelquefois basé sur de la thérapie familiale ou thérapie comportementale. Les outils que j'utilise sont presque tous à disposition sur Internet. Ils sont nombreux, multiples, donc c'est assez difficile de s'y repérer. Je trouve que nous en avons beaucoup. Donc il y a ceux du REPOP, qui en sont de multiples versions, donc qui sont très fonctionnels. Ceux de l'assurance maladie, qui nous ont été représentés il y a 2 ans. Les outils de l'INPES, du PNNS et de l'AFPA, l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Voilà, donc une petite diapo sur les recommandations de base pour l'alimentation. Donc je travaille sur l'organisation des repas, le rythme et le contenu. L'organisation du repas, donc le premier chapitre, est assez difficile à mettre en place. Demandez simplement de manger assis, tous ensemble, et à télévision éteinte, c'est déjà quelque chose d'assez compliqué à obtenir. Le rythme des repas, 4 repas par jour, on en a parlé. Essayer de diminuer les grignotages, prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Essayer de ne pas sauter de repas, notamment le repas de midi à la cantine. Et essayer également de supprimer la collation de 10 heures et les goûters surnuméraires. Concernant le contenu des repas, je propose de boire de l'eau à volonté. Et éviter de resservir l'enfant, si on le resserre, plutôt des légumes, de proposer des portions d'enfants, de proposer un fruit et légumes à chacun des principaux repas. Et j'insiste beaucoup sur la diversification des menus pour faire découvrir les différentes saveurs. Donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. J'ai des mamans jeunes qui sont assez démunies et qui ont très peu d'idées pour élaborer des repas variés. Donc je peux les orienter vers le site, par exemple, Manger Bouger, qui propose une boîte à menus avec des menus mis en place semaine par semaine et adaptés aux saisons, par exemple. Voilà, dans certains cas, je vais proposer un bilan métabolique, donc c'est pas systématique, un bilan lipidique, glycémique, thyroïdien, lorsque je suspecte une anomalie endocrinienne associée, ce qui est assez rare. Et bien entendu, il va falloir aussi s'occuper des complications associées, une hypertension lorsqu'elle existe, des lombalgies, des pathologies traumatiques à répétition, des épiphysites comme la maladie de Sever qui vont nous gêner pour le réentraînement de l'enfant. Et les complications respiratoires, il faut savoir rechercher les apnées du sommeil et éventuellement équilibrer un asthme existant. Donc si je peux résumer ce type de prise en charge, ça nécessite une prise en charge précoce, c'est d'autant plus facile, c'est surpoids à prendre en charge qu'on voit l'enfant tôt. Il faut une approche globale, un projet négocié, un projet qui va demander un suivi régulier et patient, réévalué dans le temps. Donc avec l'expérience, je pense que ce sont des petits patients et des familles qu'il faut revoir à peu près tous les mois, tous les 1 à 2 mois. Savoir ne pas lâcher, et lorsqu'il existe un rebond, malgré les conseils, il faut reprendre point par point et ne pas les lâcher. Et donc je propose un suivi en alternance avec le médecin adresseur, ou alors je les vois initialement très régulièrement, et puis petit à petit on travaille en alternance. C'est un suivi donc qui demande de l'empathie, mais également de l'accompagnement actif. L'implication de la famille, de la fratrie est un élément tout à fait essentiel. Et donc j'assiste là maintenant sur le suivi coordonné en partenariat, donc avec les médecins libéraux, bien entendu, généralistes, pédiatres, les diététiciennes libérales, à qui je peux adresser les enfants, les pédopsychiatres et psychologues, les équipes de PMI, les équipes médico-sociales, également les équipes spécialisées, pluridisciplinaires, chez qui je peux adresser l'enfant et la famille dans un deuxième temps. Ces équipes peuvent proposer des séjours d'éducation thérapeutique. Et enfin, on peut avoir également recours au CSO dans les obésités sévères, compliquées et syndromiques.
Les difficultés rencontrées, donc vous avez bien compris que ce sont des consultations qui sont chronophages, du moins la première consultation. Il existe des difficultés réelles de coordination entre les différents intervenants. J'ai l'impression qu'actuellement, en l'absence de réseau, donc je parle pour la région de Montpellier, nous sommes plutôt des professionnels juxtaposés. Et il me manque un réel outil de partage d'informations. Ces outils existent, donc il faudrait peut-être se mettre d'accord. Donc je vais me tourner vers les membres du CSO pour y réfléchir tous ensemble et puis se mettre d'accord sur le remplissage et le partage de ces informations. On peut imaginer également un dossier médical partagé, dont on nous parle depuis une vingtaine d'années, qui passerait par la carte vitale. Dans l'attente, j'essaie de très bien remplir le carnet de santé, qui pour moi est un passeport santé et qui devrait circuler d'un professionnel à un autre et qui permet de reprendre les principaux éléments de la prise en charge et des conseils d'ONI. Et donc cette consultation est assortie d'un courrier lorsque l'enfant m'est adressé par un confrère. Je déplore une absence d'annuaire des ressources. Hors CSO en pédiatrie. Donc j'aimerais un petit peu étoffer mon carnet d'adresses lorsque j'adresse des enfants à des diététiciennes, des pédopsychiatres, des psychiatres qui seraient intéressés de manière un peu plus spécifique par cette pathologie. Voilà. Enfin, je déplore comme tous le fait que les consultations des diététiciennes et des psychologues ne soient pas remboursées en libéral, mais il faut savoir que ça peut être remboursé en partie, voire totalement, par certaines mutuelles. Ce qui peut nous amener à inciter à faire changer de mutuelle pour avoir une prise en charge organisée et effective. Les points forts de ce type de prise en charge, ça permet de repérer l'obésité comme une pathologie à part entière, ce qui va faciliter la prise de conscience d'une obésité débutante qui ne se voit pas. C'est une alternative à une prise en charge hospitalière pour les obésités peu sévères. Et cette prise en charge peut donner des bons résultats lorsque l'obésité est vue précocement ou mieux lors d'un rebond d'adiposité. Enfin, nous avons la possibilité de participer à la RCP régionale pour les cas complexes. Voilà, je vous remercie de votre attention.